Le corps humain est fragile et la mort survient parfois de la manière la plus brutale qu'on puisse imaginer. Peu de choses sont aussi troublantes qu'une vie s'achevant par la séparation complète de la tête du corps. Quand cela se produit, c'est instantané, ne laissant derrière soi qu'horreur et incrédulité. L'histoire a enregistré des cas si sombres qu'ils sont impossibles à oublier. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 histoires vraies des morts les plus dérangeantes de ce genre. Des événements qui montrent à quel point la fin peut être soudaine, violente et déstabilisante. Nous sommes le 5 septembre 2013 à Brooklyn, New York. Au Calvert Vaux Park, près de Coney Island, un groupe de passionnés d'aéromodélisme s'était réuni. Parmi eux, un jeune homme de 19 ans, Roman Pirog Jr. Ce n'était pas un pilote ordinaire. Il était connu pour son style de vol agressif et audacieux. Son père, Roman Senior, était d'ailleurs vice-président du Kew Rotary Wings Club. Cet après-midi-là, Roman était venu avec lui pour réaliser de nouvelles figures. Mais ce qui devait être un vol comme un autre allait se transformer en l'un des accidents les plus choquants jamais survenus dans ce loisir. La passion de Roman pour les hélicoptères avait commencé plusieurs années auparavant. Initié par son père, il s'était rapidement consacré aux acrobaties, partageant souvent ses vols en ligne. Son appareil favori était un Aline T-Rex 700 NDFC, d'une valeur d'environ 1500 $. Il pesait plus de 2,7 kg avec un rotor de 1,57 m. Ses pales en fibre de carbone pouvaient tourner à plus de 2000 tours par minute et dans certaines conditions atteindre près de 100 km/h et jusqu'à 4000 tours par minute. Ce n'était en rien un jouet, mais une machine capable de causer de graves blessures en cas de problème. Roman s'était construit un public sur YouTube en présentant des figures risquées. Dans l'une de ses vidéos, on le voit laisser tomber son hélicoptère du ciel avant de relancer le rotor à seulement quelques centimètres de sa tête. Des démonstrations impressionnantes à regarder, mais qui comportaient de sérieux dangers. Plus l'hélicoptère volait près de lui, plus le risque d'un accident mortel augmentait. Le 5 septembre, Roman lança son T-Rex dans le ciel. Des témoins racontent qu'il exécutait une figure complexe lorsque l'appareil s'est soudainement emballé. Certains pensent à une erreur de pilotage, d'autres à une défaillance mécanique. En visionnant d'anciennes vidéos, des experts avaient déjà noté une légère instabilité, suggérant un problème sous-jacent. Avec des hélicoptères thermiques, comme le T-Rex, le moindre souci mécanique peut vite devenir fatal. L'appareil tournoya, bascula, puis fonça droit sur Roman. En quelques secondes, les pales à grande vitesse frappèrent sa tête et son cou. Le choc fut si violent que son père et les autres présents ne purent que regarder. Impuissants. Les secours arrivèrent rapidement après l'appel des témoins. Au moins 4 personnes virent les sauveteurs tenter de le ranimer, mais ses blessures étaient trop graves. Il fut déclaré mort sur le terrain. La police retrouva son corps allongé dans l'herbe, sa télécommande à ses côtés et l'hélicoptère détruit à une vingtaine de mètres. Des débris éparpillés marquaient encore le sol, rappel brutal de la vitesse avec laquelle le drame s'était produit. Pour Roman Senior, c'était insupportable. Lui qui avait initié son fils à ce loisir venait d'assister à sa mort à cause de cette même passion. Les autres membres du club furent eux aussi profondément bouleversés. Tous admiraient son talent, mais savaient combien ses figures rapprochaient souvent l'hélicoptère de son propre corps. Roman n'était pas seulement un passionné. Diplômé du lycée des métiers de la construction, de l'ingénierie et de l'architecture du Queens, il avait récemment participé à une démonstration dans le Delaware. Ses amis le décrivaient comme concentré et déterminé, souvent aperçu dans son quartier à voler avec sérieux. Selon les experts, il ne s'agissait que du deuxième décès connu aux États-Unis lié à un hélicoptère télécommandé. Quelques années auparavant, un homme au Texas avait perdu la vie de façon similaire. Rich Hansen, de l'Academy of Model Aeronautics, expliqua que les hélicoptères sont les plus difficiles à piloter dans le monde du modélisme, nécessitant une concentration constante. Là où un avion tolère de petites erreurs, un hélicoptère ne pardonne rien. Le T-Rex 700 de Roman était l'un des modèles les plus grands et les plus puissants disponibles. Sa vitesse, son poids et sa taille exigeaient une précision absolue. L'expert en RC Will Roberts, après avoir analysé ces vidéos, pensa que l'accident était probablement dû à une défaillance mécanique plutôt qu'à une erreur humaine. Mais le résultat restait le même, Roman perdit le contrôle et son hélicoptère devint une arme mortelle. Les hélicoptères de presse montrèrent ensuite les enquêteurs sur les lieux, l'appareil détruit reposant dans l'herbe à une vingtaine de mètres du corps. Les photos diffusées choquèrent le public. Pour ceux qui le connaissaient, Roman restait ce pilote passionné et talentueux qui repoussait sans cesse les limites de son hobby. Mais ce 5 septembre 2013, au Calvert Vaux Park, ses limites se sont brisées dans la tragédie, laissant sa communauté sous le choc et en deuil.
C'était le 16 août 2003 à Houston, au Texas. À l'hôpital Saint-Joseph de Christus, la journée avait commencé comme les autres. Les médecins faisaient leur ronde, les patients recevaient des soins et le personnel se déplaçait dans les couloirs. Parmi eux se trouvait le docteur Oshi Christopher Nikaido, 35 ans, un résident en chirurgie tout juste diplômé de la faculté de médecine de l'Université du Texas à Houston, 2 mois auparavant. Il suivait les traces de son père, un chirurgien cardiovasculaire respecté, connu pour son calme et son engagement envers la médecine. Oshi était également un chrétien dévoué qui rêvait de servir un jour comme médecin missionnaire. Mais cet après-midi-là, un accident à l'intérieur de l'hôpital allait lui coûter la vie d'une manière si dérangeante qu'elle laissa ses collègues sous le choc et la communauté médicale incrédule. Oshi s'apprêtait à utiliser l'ascenseur 14 au 2e étage. Au moment où il y mettait le pied, les portes se sont soudainement fermées, coinçant ses épaules. Avant qu'il ne puisse bouger, l'ascenseur est monté. En quelques secondes, sa tête est restée coincée et la cabine a causé des blessures fatales. Une autre employée de l'hôpital était en train d'entrer en même temps. Elle a été forcée d'être témoin de l'événement et s'est ensuite retrouvée piégée à l'intérieur de l'ascenseur avec son corps pendant près de 20 minutes. Les pompiers l'ont finalement libérée, mais elle a été traitée aux urgences pour un état de choc. La nouvelle s'est propagée rapidement et les enquêteurs sont arrivés. Des équipes de maintenance avaient travaillé sur ce même ascenseur plus tôt dans la semaine. Par précaution, l'hôpital a fermé tous les ascenseurs du bâtiment. Ce que les enquêteurs ont découvert ensuite était troublant. Ron Steele, inspecteur en chef des ascenseurs au département des licences et de la réglementation du Texas, a constaté que l'accident avait été causé par un fil mal placé. Normalement, un seul fil devrait être connecté à un goujon de contrôleur dans le système d'ascenseur, laissant de l'espace pour que les capteurs détectent les obstructions. Mais dans ce cas, cette erreur a empêché les capteurs de sécurité de fonctionner, piégeant le docteur Nikaido lorsque les portes se sont refermées. Cette erreur de câblage seule aurait suffi à provoquer la tragédie. Mais ce n'était pas le seul problème. Les enquêteurs ont découvert au moins 22 violations du code de sécurité liées à l'ascenseur 14. Pire encore, l'ascenseur avait un mois de retard sur son inspection annuelle obligatoire. Ce qui est apparu était un tableau de mauvaise maintenance et de normes de sécurité ignorées. Le problème plus large est que les ascenseurs, bien que considérés comme sûrs, peuvent devenir dangereux lorsqu'ils sont négligés. Les données du Bureau américain des statistiques du travail et de la Commission de sécurité des produits de consommation montrent que les ascenseurs et les escaliers mécaniques sont liés à environ 30 décès et 17 100 blessures chaque année aux États-Unis. Statistiquement, les accidents sont rares, environ 1 sur 12 millions de trajets. Mais lorsqu'ils se produisent, les conséquences peuvent être catastrophiques. Pour Oshi, les statistiques n'avaient pas d'importance. Né le 27 avril 1968 à Tokyo, au Japon, il a grandi dans le Connecticut après que sa famille ait déménagé aux États-Unis. Il a travaillé dur, obtenant finalement son diplôme de médecine en juin 2003. Pendant ses études, il a été président du conseil interétudiant, gagnant le respect en tant que leader dédié. Son rêve était de servir comme médecin missionnaire, mais sa vie s'est terminée seulement 2 mois après le début de son internat. Il a laissé derrière lui ses parents, ses beaux-parents, ses frères et sœurs et sa famille élargie. Il a été inhumé au Westland Memorial Park à Dallas. L'hôpital lui-même a également fait l'objet d'un examen minutieux. À l'époque, il appartenait à Christus Health, qu'il a vendu en 2006, arguant que les bâtiments étaient trop coûteux à moderniser. Au fil des ans, la propriété a changé de main plusieurs fois, soulevant des questions quant à savoir si des difficultés financières avaient conduit à la négligence des normes de sécurité. Les ascenseurs existent depuis l'Antiquité, remontant à Archimède en 236 avant Jésus-Christ. J.C. Ils sont considérés comme l'une des formes de transport les plus sûres. Mais comme cette tragédie l'a montré, une petite erreur combinée à des violations ignorées peut les rendre mortels. 22 ans plus tard, l'histoire du docteur Oshi Nikaido est toujours dans les mémoires. Un jeune chirurgien prometteur a perdu la vie non pas par le fait du hasard, mais à cause d'erreurs qui auraient pu être évitées. C'était dans la nuit du 11 août 2025 à Mount Waverly, une banlieue tranquille de Melbourne. À l'intérieur d'une petite maison sur Adrien Crescent, Athena Georgapoulis, 39 ans, et son compagnon, Andrew Gunn, 50 ans, passaient la soirée ensemble. Athena était enceinte de 5 mois d'une petite fille, un événement qu'elle n'aurait jamais cru possible à son âge. Pour elle et Andrew, c'était le début d'un nouveau chapitre. Mais cet espoir a pris fin soudainement dans l'une des affaires les plus choquantes que la ville ait connues depuis des années. Vers 21 h, des voisins ont signalé de fortes disputes, des cris et les aboiements constants des chiens du couple. Un voisin a trouvé le bruit suffisamment dérangeant pour appeler la police afin de demander une vérification de bien-être. Quelques minutes plus tard, un autre appel est arrivé, cette fois urgent. Lorsque les officiers sont arrivés, ils ont découvert une scène troublante à l'intérieur de la maison. Athena et Andrew étaient tous les deux morts. Le corps d'Andrew montrait des signes d'une sauvagerie extrême, tandis qu'Athena avait également perdu la vie dans des circonstances brutales.
À l'extérieur, des messages cryptiques avaient été peints à la bombe sur les murs et la clôture. Karma is not a menu, le karma n'est pas un menu. Enough is enough, trop c'est trop. Betrayal, trahison, inévitable, inévitable, ainsi que des slogans végétaliens. Ces mots étaient mêlés à des insultes comme « you are gay »,« tu es gay », peints en jaune vif, vert et noir. Les mots semblaient être un message, même s'ils n'étaient pas clairs, s'ils expliquaient l'attaque ou s'ils visaient à confondre la police. Le suspect a été identifié comme étant Ross Judd, 34 ans. Il a été arrêté environ 4 heures plus tard à la gare de Westall, à 6 km du lieu du drame. Des témoins ont affirmé qu'il était accompagné de 2 bergers allemands à l'arrivée de la police. Une vidéo le montrait agenouillé sur le quai portant une chemise tachée de sang avant d'être placé en garde à vue. Les enquêteurs ont rapidement appris que Judd n'était pas un étranger pour Athena et Andrew. La police pensait qu'il s'était déjà rendu chez eux et qu'il avait probablement un lien personnel avec au moins l'un d'eux. L'inspecteur Dean Thomas, de la brigade criminelle, a confirmé que l'attaque était ciblée et non aléatoire. Une théorie suggérait un conflit lié à des chiens. Andrew avait un berger allemand nommé Dragon, tandis que Judd marchait souvent avec 2 chiens de la même race. Les voisins avaient signalé des aboiements incessants avant l'incident, laissant entrevoir une possible confrontation. D'autres ont spéculé sur la consommation de drogue, mais rien de concluant n'a été publié. La découverte a laissé les voisins traumatisés. Un homme qui est tombé sur la scène, Ben Scott Sandwich, a déclaré que personne ne devrait avoir à voir ce qu'il a vu, décrivant le choc émotionnel que cela lui a laissé, ainsi qu'à la communauté. Une autre voisine, Demi, qui connaissait la famille d'Athéna depuis l'enfance, l'a décrite comme gentille et attentionnée. Elle a ajouté qu'Athéna était dévouée à sa mère, Petty, qui souffrait de problèmes de santé. Petty a ensuite publié un message en ligne en grec. « Je ne cesserai jamais de t'aimer jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, ma fille, dans la lumière des anges. » Au tribunal, les procureurs ont décrit l'enquête comme complexe, avec d'importantes preuves ADN en cours d'examen et des autopsies retardées en raison de la grossesse d'Athéna. Les détectives ont également examiné des images de vidéosurveillance et des appareils électroniques pour mieux comprendre le lien de Judd avec le couple. Lorsque Judd a comparu devant le tribunal de première instance de Melbourne, il n'a pas demandé de libération sous caution. Des rapports ont noté qu'il a fait un clin d'œil à un dessinateur judiciaire et souri à la presse, un comportement qui a troublé de nombreuses personnes. Sa défense a demandé des soins médicaux pendant sa détention. Sa prochaine audience a été fixée au 13 janvier 2026 par liaison vidéo. La police n'a pas révélé l'arme utilisée, confirmant seulement qu'il ne s'agissait pas d'une arme à feu. Ils ont également cherché à savoir si les graffitis étaient l'œuvre de Judd. Les mots karma, trahison et inévitable laissaient entendre un possible ressentiment. La tante d'Athéna, Patty Veritis, a déclaré que sa nièce désirait un enfant depuis longtemps et était folle de joie à propos de sa grossesse. Elle était si impatiente d'avoir un bébé, a-t-elle expliqué. Ces meurtres ont choqué Mount Waverly, une banlieue autrefois réputée pour sa paix et sa sécurité. Les résidents ont admis qu'ils ne se sentaient plus en sécurité. Bien que les détectives soient restés sur les lieux pendant des jours pour recueillir des preuves, même avec Judd en détention, le mobile est resté obscur. S'agissait-il d'une dispute pour des chiens? Était-ce lié à des problèmes personnels ou à quelque chose de complètement différent? L'enquête se poursuit, mais ce qui est certain, c'est qu'un couple qui se préparait à une nouvelle vie ensemble a soudainement disparu, et avec lui, l'avenir qu'ils attendaient. C'était le 7 août 2016 à Kansas City, dans le Kansas. La famille Schwab avait prévu de passer la journée au parc aquatique Schlitterbahn. Ce matin-là, ils sont allés à l'église, puis se sont préparés pour ce qui devait être une journée de plaisir. Le parc organisait une journée des élus, offrant l'entrée gratuite aux familles des représentants locaux. Scott Schwab, un représentant de la Chambre du Kansas, était venu avec sa femme, Michelle, et leurs 4 fils. Mais à la fin de la journée, leur vie allait changer à jamais. Caleb Schwab, 10 ans, était le deuxième plus âgé des frères. Il était extraverti, adorait le baseball et jouait dans son équipe, les Mudcats. Ses parents l'appelaient souvent leur « joie ». Ce jour d'août, Caleb n'avait qu'une seule chose en tête, l'attraction la plus célèbre du parc, le Verrückt. Le Verrückt, qui signifie « fou » en allemand, n'était pas un toboggan aquatique ordinaire. Avec ses 51,4 mètres, 168 pieds et 7 pouces de hauteur, il était plus haut que les chutes du Niagara et était annoncé comme le plus haut toboggan aquatique du monde. Les participants grimpaient 264 marches, montaient à bord d'un radeau de 3 personnes, puis chutaient à des vitesses proches de 112 km/h, 70 miles par heure. Après la première descente, le radeau s'élevait sur une deuxième colline avant de descendre vers la piscine. L'attraction promettait des sensations fortes, mais des défauts cachés la rendaient dangereuse. Dès leur entrée dans le parc, Caleb et son frère de 12 ans, Nathan, ont couru vers le Verrückt. Scott leur a rappelé. Les frères restaient ensemble. Caleb a souri et a répondu « Je sais, papa ». Ces mots seraient les derniers que Scott entendrait de son fils. Au sommet, les préposés ont séparé les garçons pour équilibrer le poids du radeau. Nathan est descendu le premier et a atteint le bas en toute sécurité. Il attendait Caleb. Quelques instants plus tard, Caleb est monté à bord d'un radeau avec 2 sœurs en visite au parc. Il s'est assis à l'avant et elles se sont assises derrière lui. Lorsque le radeau a chuté, il a pris de la vitesse et a décollé de la deuxième colline. Caleb a été projeté en l'air contre le filet de sécurité supérieur, heurtant une barre métallique. L'impact fut instantané. Les 2 sœurs ont survécu, mais ont été grièvement
grièvement blessées, l'une avec une mâchoire cassée et l'autre avec des fractures faciales. Des témoins ont décrit des cris, du sang sur le toboggan et un bruit de craquement très fort. Nathan, qui attendait toujours, a vu ce qui s'était passé et a couru vers ses parents en criant « Il a volé du Verruct ». Le personnel a empêché Scott et Michelle d'approcher. Un employé a dit à Michelle « Croyez-moi, vous ne voulez pas aller plus loin ». Scott a exigé des réponses jusqu'à ce qu'un membre du personnel confirme le décès de Caleb. Le parc a fermé pendant 3 jours et le Verruct n'a jamais rouvert. Les enquêteurs ont découvert que l'attraction avait été construite sans expertise en ingénierie. Jeff Henry, copropriétaire de Schlitterbahn, et John Scully l'avaient conçu par essai et erreur. Lors des premiers tests, les radeaux décollaient souvent. Au lieu de revoir la conception, ils ont installé des filets, un choix qui a directement conduit à la mort de Caleb. Les documents ont montré que le parc était au courant des problèmes antérieurs. Au moins 13 participants avaient déjà été blessés, souffrant de commotion cérébrale, de blessures à la colonne vertébrale et de blessures au visage. Des employés ont admis qu'ils pensaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'une tragédie ne se produise. Des accusations ont été portées contre Henry, Scully et le directeur des opérations, Tyler Miles, pour négligence et dissimulation de blessures. Cependant, en 2019, un juge a rejeté l'affaire, estimant que le Kansas avait des lois de sécurité faibles à l'époque, ce qui signifiait que, techniquement, aucune loi n'avait été enfreinte. La famille Schwab a ensuite conclu un règlement de 20 millions de dollars avec Schlitterbahn et les autres parties impliquées. Une grande partie de cet argent a financé un programme de bourse d'études appelé Can I Go Play, puis-je aller jouer, en hommage à l'amour de Caleb pour le sport. Scott a également fait pression pour l'adoption de nouvelles lois de sécurité dans le Kansas, exigeant des inspections annuelles et le signalement obligatoire des blessures. Schlitterbahn a confirmé que le Verruct serait démantelé. Scott et Michelle ont partagé leur chagrin publiquement. Scott a déclaré « 6 sont allés au parc et 5 sont revenus ». Michelle a ajouté que le plus difficile était de ne plus serrer son fils dans ses bras chaque matin. La foi et le soutien des autres les ont aidés à continuer. Mais la douleur est restée. La mort de Caleb a révélé des défaillances dans la sécurité des manèges de fêtes foraines et a laissé un impact permanent sur tous ceux qui l'ont connu. C'était le 9 juillet 2023 à Riverdale, en Géorgie. Jessica Ross, une mère de 20 ans attendant son premier enfant, a été admise au Southern Regional Medical Center après la perte des os. Elle et son compagnon, Trevian Isaiah Taylor Sr., étaient impatients d'accueillir leur fils, déjà nommé, comme son père, Trevian Isaiah Taylor Jr. Ce qui devait être le moment le plus heureux de leur vie s'est transformé en un cauchemar qui les hantera à jamais. Jessica a accouché pendant des heures. Les médecins ont rapidement constaté que son bébé souffrait d'une affection appelée dystocie des épaules, où les épaules du bébé restent coincées dans le canal de naissance. C'est une urgence dangereuse qui nécessite que les hôpitaux suivent des protocoles spécifiques, des techniques pour soulager la pression, l'appel de personnel supplémentaire ou le passage rapide à une césarienne. Mais selon les poursuites judiciaires déposées ultérieurement, ces étapes ont été retardées ou ignorées. Jessica a poussé pendant 3 heures. Au lieu de passer immédiatement à la chirurgie, le médecin accoucheur, le docteur Tracy St. Julian, aurait tiré trop fort sur la tête et le cou du bébé. Au moment où Jessica a finalement été emmenée pour une césarienne, le corps de son bébé a été sorti par chirurgie, mais sa tête avait déjà été séparée lors de la tentative précédente. Le bébé Isaiah n'a pas survécu. Ce qui s'est passé ensuite n'a fait qu'aggraver le traumatisme de la famille. Les avocats ont affirmé plus tard que le personnel de l'hôpital n'avait pas dit la vérité à Jessica et Trevian. Au lieu de cela, ils ont serré le corps dans un linge, plaçant la tête par-dessus pour lui donner l'apparence d'être intact. Lorsque les parents ont demandé à tenir leur fils, ils n'ont été autorisés à le voir qu'à travers une fenêtre. Leur avocat a affirmé plus tard que cela avait été fait pour dissimuler ce qui s'était passé. L'hôpital les a également pressés de procéder rapidement à l'incinération et a prétendu qu'aucune autopsie gratuite du comté n'était disponible, les orientant vers des services privés. Pendant des jours, le couple a cru que leur enfant était simplement mort pendant l'accouchement. Mais lorsqu'un salon funéraire a reçu le corps, le directeur a averti le médecin légiste du comté de Clayton. En février 2024, le médecin légiste a confirmé la cause du décès. Une fracture du cou et une lésion de la moelle épinière. La manière du décès a été classée comme homicide. Non pas une décision pénale, mais une conclusion que les actions d'une autre personne en étaient la cause directe. En août 2023, Jessica et Trevian ont poursuivi le docteur St. Julian et le Southern Regional Medical Center pour négligence, méthode d'accouchement inappropriée et tentative de dissimulation des faits. Leur avocat a qualifié le comportement de l'hôpital de diabolique, soulignant la pression présumée pour l'incinération et la dissimulation des blessures. Mais leur douleur s'est encore aggravée. Espérant obtenir des éclaircissements, ils ont engagé un pathologiste privé, le docteur Jackson Gates, lui versant 2500
$500 pour une autopsie. Ils ont plutôt découvert qu'il avait publié des photos et des vidéos de l'examen de leur bébé sur Instagram, où il comptait plus de 11 000 abonnés. Les images comprenaient des détails médicaux choquants partagés sans le consentement de la famille. Le couple a été horrifié. Même après que les avocats ont exigé le retrait du contenu, Gates a continué à publier de nouvelles vidéos. Interrogé par la presse, il s'est défendu en affirmant que les lois fédérales sur la vie privée ne s'appliquaient pas et qu'il partageait depuis longtemps des cas d'autopsie en ligne à des fins éducatives. En septembre 2023, Jessica et Trevian ont déposé une deuxième plainte, cette fois contre Gates et son entreprise, Medical Diagnostic Choices. Ils l'ont accusé d'atteinte à la vie privée, de préjudice émotionnel et de fraude. Le procès a eu lieu en mars 2024. En juin 2025, le jury a jugé Gates responsable et a accordé au couple 2 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires, plus de $150 000 en dommages-intérêts punitifs. Pendant ce temps, leur affaire contre le Southern Regional Medical Center et le Dr Saint-Julien se poursuit. Ils allèguent que l'hôpital a menti, découragé une autopsie et fait tout son possible pour cacher la vérité. Lors d'une conférence de presse après le classement en homicide, Jessica a fondu en larmes et n'a pas pu parler. Trevian s'est tenu à ses côtés, déclarant « Nous voulons juste justice pour notre fils. Ils nous ont menti. Ils ne nous ont pas laissé le toucher. Nous n'aimons pas ça. Nous voulons juste justice. » Le département de police du comté de Clayton enquête toujours et les procureurs examinent le cas. L'hôpital nie tout acte répréhensible mais continue de publier des déclarations de sympathie. Pour Jessica et Trevian, la perte de leur fils est plus qu'une tragédie. C'est le résultat d'un échec à tous les niveaux, dans la salle d'accouchement, dans la réaction de l'hôpital, et plus tard dans la trahison d'un professionnel en qui ils avaient confiance. Leurs poursuites ont permis d'établir des responsabilités, mais les événements du 9 juillet 2023 les accompagneront à jamais.